Ok, eh bien bonjour à tous pour ce troisième ou quatrième webinaire. Quatrième, on en a fait un par semaine pendant ce confinement. Aujourd'hui, on va parler de tester rapidement une idée. On va s'appuyer sur quelques outils du Lean Startup euh, et on va parler plus généralement d'agilité et des outils qui vont nous amener à tester rapidement des idées. Je prends trois, 3 minutes juste rapidement pour vous présenter qui on est et qui est Iteracode. Moi, je suis Benjamin Lamperlier, je suis co-gérant de la société. Et Iteracode, on est grosso modo une agence web qui développons des projets métiers. Donc, on accompagne des clients un peu à 4 phases, sur 4 typologies de prestats différentes, concevoir des projets. Donc, c'est ce qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui. Quel outil on peut mettre en place et comment on peut tester une idée avant même d'avoir à la développer en entier. Développer son idée, donc là c'est itérer, trouver les approches agiles, trouver tout ce qu'on va pour faire en termes de code et de techno qui fait avancer la solution. Déployer, on en a parlé la semaine dernière avec Clever Cloud et GitLab, qui est un sujet un peu plus technique pour voir comment on pouvait rapidement déployer, parce qu'une des clés en ce moment, c'est d'aller vite. Et pour aller vite, il faut être capable de mettre à jour son application rapidement. Et ensuite, on accompagne toute la phase d'hébergement, de maintenance, de faire évoluer une solution qui est déjà à peu près finalisée. On est une équipe de 12 personnes basée entre Amiens et Paris. Pour l'instant, Paris, c'est une toute petite partie, mais on essaye de développer pas mal ça. Essentiellement avec des développeurs. Et depuis quelque temps, on a un profil type coordinateur de projet, chargé d'affaires, qui viennent plutôt accompagner la partie métier et compréhension des process chez nos clients. Voilà, dernier point de présentation Iteracode, on est également organisme de formation. Et donc depuis 2-3 mois, on commence à mettre en place notre catalogue avec des formations soit techniques, soit méthodo. On est en train de planifier et de donner un peu toutes les dates pour 2021. On était un peu sur des œufs en fonction des conditions liées au Covid, etc. Donc là le planning va sortir bientôt. Et voilà, je vous embête pas plus sur Iteracode. On attaque notre sujet du jour, tester rapidement une idée. Euh, alors, le but pour moi, c'est vraiment de vous amener à penser différemment le lancement d'un projet. Euh, on a tendance un peu quand on se lance dans un nouveau projet, quand on veut faire une nouvelle application, on veut faire un nouveau truc, à aller un peu trop vite à la solution, en se disant mon appli elle est super cool et tout, euh, sans chercher à valider des hypothèses avant. Enfin, parfois on n'a même pas pris conscience que ce n'était que des hypothèses. Et donc, c'est un peu ça l'idée, c'est de voir comment on passe de l'idée au projet. Il y a toujours deux, deux grandes phrases que j'aime bien quand on parle d'idées. Première, c'est de dire que la vie est trop courte pour faire des produits que personne ne veut. Euh, et la deuxième, c'est que l'idée n'est qu'un point de départ et qu'en fait, une fois que vous avez une idée, il vous reste 99% du chemin. J'ai la même chose en image. Quand on a une idée, on pense que à partir de là, la route est droite et on va jusqu'au but. La vérité, c'est plutôt que derrière une idée se cache plein d'embûches et de portes et qu'il va falloir un peu naviguer d'un endroit à l'autre. Donc ça, c'est un peu c'est philosophie qu'on a quand on lance des projets. Il faut être conscient que ça va être un peu le bazar et que ce ne sera pas une ligne droite. Enfin, ou qu'au bout de la ligne droite, il y a quelques courbes. Et surtout que si on veut lancer des idées et qu'on veut faire des choses, c'est qu'en face, il y a des gens pour qui c'est un problème et on cherche à les aider à résoudre ce problème. Euh, je vous avais fait un petit schéma de ce que vous ne devez pas faire. Euh, Grosso modo, quand on démarre une idée, on est là,
ou un projet ou n'importe quoi. On est dans une situation où si on a du budget, même s'il est petit, mais notre budget, on l'a pas du tout dépensé. Donc on a nos ressources au maximum. Par contre, on n'a pas du tout les connaissances. En fait, on n'a pas encore conscience de toutes les infos dont on va avoir besoin, de toutes les connaissances et toutes les clés métiers dont on va avoir besoin. Alors on a peut-être un petit peu, parce que c'est notre secteur d'activité, parce qu'on a déjà fait des projets un peu du même type, mais en fait, la connaissance pour ce projet qui n'est pour l'instant qu'une idée, au début du projet, elle est très très faible. Et on a tendance, dès le début, à engager une grande partie de notre budget. Alors là, souvent, malheureusement, on fait appel à des agences qui vont vous développer tout le projet fixe comme vous l'aviez pensé au tout début. Donc vous avez cramé 90% du budget et ça vous sert à enfin prendre de la connaissance. Donc vous avez une appli V1 en ligne avec un tas de fonctionnalités et vous commencez à la montrer. En fait, vous n'avez pas appris grand-chose entre deux parce que là, vous ne l'avez pas montré. Vous n'aviez pas d'utilisateur, donc vous commencez à vraiment prendre de la connaissance le jour où c'est en ligne. Et là, vous apprenez plein de trucs. Vous apprenez que c'était pas tout à fait la bonne cible. Vous apprenez que vos clients, la fonctionnalité qui vous semblait pas la plus pertinente, en fait, c'est celle qu'ils attendent. Puis vous apprenez que votre business model, il faudra peut-être le faire évoluer. Et vous vous retrouvez dans cette zone-là où vous avez vachement d'infos et pris plein de retours, mais vous n'avez plus de budget. Et souvent, le projet s'arrête ici. Donc ça, c'est le schéma qu'on ne veut pas reproduire quand on a une idée. Nous, ce qu'on cherche plutôt à atteindre, c'est ça. C'est de se dire, notre budget, il est au taquet, nos ressources sont full au début, et ce qu'on cherche à faire, c'est augmenter notre niveau de connaissance le plus rapidement possible en utilisant le moins de budget possible. Pour arriver à un point où on est confiant, on a un peu fixé et on va viser un peu mieux. Et là, on pourra aller faire appel à une agence à développer des choses un peu plus concrètes, un peu plus sérieuses, un peu plus finalisées, parce qu'on va le faire avec une connaissance du marché et des tenants aboutissants de notre idée beaucoup plus forte. C'est toujours un peu compliqué de savoir où est-ce qu'on se situe, hein, mais bon, si on démarre en cramant le budget, déjà, souvent, c'est pas une bonne idée. En tout cas, en l'engageant. Euh, voilà, ça, c'est pour un peu la philosophie et l'alerte à avoir. Ça veut dire que voilà, tout le jeu des slides d'après, c'est de vous montrer comment on monte en compétence en connaissance le plus possible, avec peu de budget. Et je vous cache pas qu'une partie de la solution, c'est de réussir à faire soi-même. Si vous n'êtes pas un peu dans un mode, un peu, on va dire pirate, mais un mode de do it yourself et de recherche et de fouiller un peu par vous-même comment on peut tester, et ben forcément, le budget il va fondre un peu plus. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des méthodos et des outils maintenant qui vous permettent de tester rapidement vos idées sans dépenser forcément de budget et qui vous permettent d'apprendre beaucoup assez rapidement. Et c'est essentiellement là qu'on va parler de Lean Startup. Euh, alors pour la faire courte, à gauche, je vous ai mis un peu les deux ouvrages de référence. Euh, le premier d'Eric Ries de The Lean Startup, qui est la base des fondamentaux de la méthodo, et puis Running Lean, euh, qui est, moi je trouve, plus pragmatique et qui donne plus d'outils. Euh, avec le sous-titre qui est pour moi le bon sous-titre, c'est comment on itère d'un plan A à un plan qui fonctionne. Et en fait, toute la philosophie du Lean Startup, ça va être d'avoir une boucle d'apprentissage où on va construire quelque chose. Donc là, on va en parler juste après, mais on va parler de minimum viable product. On va construire un tout petit produit, un test, ce qu'on veut, mais on va essayer de construire quelque chose, de mesurer. Et là, il faut absolument qu'on mesure les résultats. Et c'est comme ça qu'on pourra avancer. Hop, je vais
personne en salle d'attente. On pourra avancer seulement en mesurant. Et on va apprendre de tout ça. Et en apprenant, on va construire un meilleur produit, on pourra mesurer une nouvelle chose, etc. Donc ça, c'est un peu la boucle de base du Lean Startup. Euh, et ensuite, dans le Lean Startup, on va retrouver des outils qui vont vous aider un peu à poser les choses. Je vous ai mis ce schéma de Lean Canva. Alors, c'est parfois décrié, parfois adoré. Enfin, en tout cas, souvent, quand on fait du suivi de projet, de l'accompagnement de start-up ou tout ça, tout le monde a un avis très tranché sur le Lean Startup et sur le Lean Canva. Parce que souvent, c'est pas bien compris. L'idée, c'est pas de remplacer un business model. De manière, au stade d'une idée, faire un business model, je suis pas sûr que ce soit très utile. L'idée, c'est d'avoir un tableau qui reprend à peu près une vision à 360 de ce qu'on va faire dans une idée, et dedans, d'écrire des hypothèses. Ça veut dire que tout ce que vous remplissez quand vous faites ce genre de tableau, ce n'est rien d'autre qu'une hypothèse. En fait, quand vous mettez que votre solution, les fonctionnalités qu'il y a là-dedans, c'est ça, 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 c'est-à-dire que vous pensez que peut-être c'est ces fonctionnalités-là qui vont plaire. Quand vous dites que votre segment client, c'est du B2B d'entreprise de plus de 10 millions de chiffre d'affaires, c'est-à-dire que vous pensez que peut-être c'est ça la bonne hypothèse. Et une fois qu'on aura posé toutes ces hypothèses-là, le but du jeu, c'est de les tester. Et il va falloir trouver tous les moyens possibles pour les tester, pour les valider et petit à petit, être sûr que les canaux de diffusion sont les bons, être sûr que les clients sont les bons. Donc c'est bien comme ça qu'il faut prendre un Lean Canva, c'est juste un outil pour vous aider, c'est une matrice pour ne rien oublier, quoi. Et dedans, on met des hypothèses et on regarde. Un des points super importants dans le Lean Canva, c'est que la case solution, en fait, elle est petite. Parce que quand on a une idée, en fait, ce qu'on a, c'est ça. On pense tout de suite solution. On, on a une idée, on dit oh, je veux faire ça. La vérité, c'est que si on veut faire ça, il faut que ça résoudre un problème, il faut savoir comment le mesurer, quel coût ça a, est-ce qu'il y a des sources de revenus en face des coûts, vous, votre personne, est-ce que votre environnement fait que vous avez un avantage là-dessus, vous connaissez bien ce secteur, vous avez déjà fait un truc en rapport avec ça, comment vous allez le vendre et à qui. Et la solution, en fait, c'est un neuvième de tout ça. Donc voilà pour ça, gardez bien en tête, écrivez des hypothèses et ensuite on cherche à les valider. Et un des moyens de valider des hypothèses, du coup, c'est le MVP, donc Minimum Viable Product. Bon, là, on est vraiment dans la phase build de notre boucle. Et en fait, on cherche à faire un produit le plus simple possible pour tester le plus vite possible ce qu'on pense être une hypothèse un peu fondamentale, en fait, le truc le plus risqué, où on se dit, si ça j'ai faux, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Et MVP, on pense souvent en application web ou appli mobile un peu en V0, mais en fait, tout est autorisé. Donc, vous pouvez faire une landing page, c'est juste une page web qui présente votre solution, etc. Donc là, vous prenez un outil dispo en ligne, je vais vous en montrer juste après, un Wix, un Strikingly, un Imonsite, ce que vous voulez pour faire un petit site web gratuitement. Vous présentez votre offre, et ensuite vous essayez d'amener des gens, et vous regardez s'ils font l'action que vous leur avez dit de faire, donc soit de s'inscrire, euh, soit de vous contacter, soit de se préinscrire, soit de payer quelque chose, soit d'aller vers une newsletter. Enfin, c'est déjà un super moyen de tester s'il y a un intérêt et si l'une de vos hypothèses est bonne. Ensuite, pas besoin non plus forcément comment dire, de développer une appli, vous pouvez aussi rédiger du contenu. Typiquement, en ce moment, sur LinkedIn, on voit pas mal d'approches de ce type, avec des posts assez complets, où on essaye d'aller chercher le plus de viralité possible, en donnant des idées, en incitant aux commentaires, etc.
et vous pouvez vite comme ça savoir si un problème est vraiment un problème, si votre cible est la bonne cible, en rédigeant du contenu, bêtement en rédigeant du contenu. Ou vous pouvez envoyer par mail et vous remesurez le taux d'ouverture, il y a plein de manières de tester. Vous pouvez faire des vidéos assez facilement, hein. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est quelque part un MVP où on prend un sujet, je vous l'explique, je le filme, je le rediffuse et ensuite, je pourrais mesurer, si, on a eu des participants, si ça fait revenir des gens, si on a des contacts, donc ça peut être un MVP pour tester une offre de formation, ça peut être un MVP pour tester une offre de conseil. La vidéo marche très bien et il y a de plus en plus, on entend parler d'outils, qu'on va appeler no code. C'est tous les petits outils qui vous permettent de générer un peu plus qu'une page web, de connecter des choses ensemble, d'aller un peu plus loin dans la construction de solutions, sans avoir besoin de compétences en développement. Donc ça, je vais vous en montrer, je sais plus si je l'ai mis juste après, non, je l'ai mis un petit peu plus loin, mais même des choses simples comme des Google Forms et tout, ça peut vous aider à tester vos idées, à aller vite. J'ai gardé 2 exemples pour la fin du sujet, un où on a testé et ça a marché, et un où on a testé et ça a raté, et vous allez voir qu'on peut faire des choses simples. Hem, c'est pareil, je vous ai remis ce schéma qui est connu, archi connu, parfois décrié. Heu, L'idée étant pour bien faire MVP, ce qu'il faut, c'est aller chercher une solution simple, hein. C'est pas un bout de la solution finale, c'est une des fonctionnalités et juste celle-là qu'on essaye de tester. Donc là, dans l'exemple, si on sait que ce qu'on veut faire, c'est une voiture, on commence pas par faire une roue. Hem, alors ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans cet exemple, heu, nous, on voit tout de suite tout. En fait, quand vous êtes là, à la phase 1 du projet, hop, vous ne savez pas que vous voulez une voiture. Vous savez que vous voulez un moyen pour vous déplacer et du coup, vous allez itérer jusqu'à trouver un truc qui pourra ressembler à une voiture. Il faut bien avoir conscience que quand vous êtes au début du projet, vous n'avez pas les connaissances, c'était notre schéma tout en haut et donc du coup, il faut faire un truc au plus simple parce que vous ne savez pas ce qui vous attend. Sur la droite, je vous ai mis la capture d'écran de la première version de Airbnb. Heu, Clairement, c'est un truc très simple, il y a pas grand chose dessus et il y a franchement de très grandes chances qu'au moment où Airbnb ont lancé ça, ils ne s'attendaient pas du tout à faire tomber l'industrie hôtelière. C'est et de devoir développer plein de nouveaux services autour de ça et d'avoir, tout et le succès qu'on connaît maintenant et la partie expérience qu'ils mettent maintenant et tout ça. Donc ils ont juste fait le plus petit outil qu'ils voulaient faire, avec les connaissances qu'ils avaient sur le moment. Hem, Nous quand on est un peu en avant-projet, qu'on sait pas trop dans quel sens ça va et tout, on aime bien aussi, travailler sous forme de sitemap. Alors pas forcément un sitemap, très détaillé de: «Il me faut une page mention légale, une page machin, une page truc», mais juste un moyen de représenter un peu ce que vous avez dans votre tête, l'architecture des trucs, si vous lancez, un service de livraison à domicile de légumes, bon, bah, il y a de la livraison, comment je fais la livraison? Est-ce que c'est du vélo? Est-ce que c'est à pied? Est-ce que c'est, en mondial relais? Et puis, où est-ce que j'ai mes produits? Est-ce qu'il y a des fournisseurs? Et cetera. C'est juste essayer de se représenter un peu schématiquement. On utilise Glue Maps pour faire ce genre de petit sitemap. Ça va super vite à faire et ça vous permet, pareil, de poser un peu une hiérarchie entre vos idées et les fonctionnalités que vous voulez faire. Dans le même genre de truc, si vous voulez tester et commencer à prévisualiser un peu, vos solutions, vos idées, et vous pouvez aller faire des maquettes. Je vous ai mis 3 niveaux un peu différents. Excalibro, ça vous permet de faire des petits schémas. Alors là, il est assez complexe, hein, celui que j'ai, mais l'idée c'est du petit schéma en trait de crayon pour dire: «Bon, bah, si j'ai ça là, ça pourrait fonctionner comme ça et tout». C'est pas forcément pour une appli web ou n'importe quoi, juste un process, bah, un flux que vous voudriez mettre en place. Ah bah, quand j'ai un client dans ma boutique, si je l'emmène devant, cette borne, il va pouvoir le faire lui-même et si ça marche pas, je pourrais le reprendre là et cetera.
Pour des schémas d'interface un peu plus évolués, mais qui sont encore traits de crayon et on n'a pas besoin de connaissances en design, vous pouvez utiliser Balsamiq. Et après, quand vous voulez un truc qui ressemble vraiment à de l'interface web et qui sera presque prêt à être intégré par une équipe de développeurs plus tard, nous on utilise Figma. Ça permet de faire des maquettes comme ça, qui sont collaboratives et où vous récupérez un lien de partage. Et du coup, typiquement, vous pouvez tester et faire un MVP presque avec que ça, hein. Vous faites les pages, vous les faites à peu près jolies, et vous pouvez créer des enchaînements, dire quand je clique là, ça m'envoie sur une autre page, etc. Vous avez un lien web et puis vous pouvez déjà faire tester ça. Donc ça, c'est si vous voulez faire un peu de maquette, on a 3 niveaux. Et après, il y a tous les outils, alors j'en ai mis quelques-uns, hein, mais tous les outils qui peuvent vous aider à faire vous-même, en fait. Alors vraiment, je pense que dans une phase d'idée et pour tester une idée, ça peut être bien de travailler avec des agences, si c'est des agences qui sont capables de vous aider à tester votre idée. Si c'est pour tout développer dès le début, c'est pas la bonne je pense que c'est pas la bonne phase. Vaut mieux attendre d'avoir plus de connaissances et d'aller plus loin pour faire les choses un peu plus propres. Donc quand vous voulez tester, avec quelques tutos YouTube, un peu d'infos et en fouillant, vous pouvez vite faire des petits sites web. Il y a Wix, un peu de e-commerce, vous pouvez voir Shopify, hein. Ça va assez loin Shopify, vous pouvez quasi tout faire. Pour avoir envoyé des formulaires à des gens, Google Forms, Typeform, ça marche très bien. Côté site web, il y a aussi WordPress. Si vous avez besoin d'envoyer des emails, que ce soit de l'email transactionnel, donc de l'email un par un, ou de l'email marketing avec des campagnes un peu plus poussées, vous pouvez aller voir côté Sendinblue ou côté Mailchimp. Là, vous avez déjà pas mal d'outils. Euh, Juste après, on va parler de mesurer, mais Google Analytics, ça reste un des fondamentaux pour aller mesurer ce que vous faites. Nous, on aime beaucoup Zapier, qui permet de connecter un peu tout ce petit monde-là ensemble et dire quand quelqu'un remplit votre Google Form, euh, vous l'ajoutez dans une campagne Sendinblue et puis vous récupérez les stats dans Google Analytics. Vous pouvez faire plein de petits enchaînements comme ça en fait, qui rajoutent la logique et puis les petites règles qu'un développeur aura pu faire, sauf que là, vous le faites comme ça un peu façon de no-code. Si vous avez un peu plus de compétences techniques, vous pouvez déployer rapidement des trucs avec Clever Cloud. Et puis Trello, c'est le côté gestion de projet, côté vous aider à suivre tout ça. Ça, c'est vraiment la phase de build d'une startup. Il faut utiliser tout ce que vous avez à dispo. Il ne faut pas se limiter, faut tester. Tout ça, c'est des outils qui sont au moins des versions gratuites et sinon des plans payants pas très cher. Et franchement, même payer 20 € par mois pour tester si on veut vraiment faire du e-commerce et tester si notre boutique elle a des vrais retours. Enfin, il ne devrait pas y avoir de limite à ça. 20 €, vous dépensez quasiment pas votre budget, vous avez de la connaissance. Euh, Dans cette boucle, après avoir construit quelque chose, vous pouvez mesurer. Et pour mesurer, pour moi, c'est le grand classique AARRR. Euh, c'est les étapes un peu indispensables à mesurer. Il faut au moins mesurer ça au minimum. Combien vous avez de visiteurs qui vous voient. Alors, c'est dans un contexte très web, là, mais vous pouvez l'appliquer à du physique, mais c'est combien de personnes vous voient. Sur les personnes qui vous voient, combien franchissent la porte, entre guillemets. Donc, si vous avez faire un post LinkedIn avec un lien vers votre site, s'il y a 1000 personnes dans votre post LinkedIn, combien vont sur le site? Euh, donc ça peut être de l'activation. L'activation, ça peut aussi être s'inscrire à une newsletter, laisser son mot de passe, créer un compte, pardon, pas laisser son mot de passe. Tout ce qui peut faire que ça y est, vous avez une première action par l'utilisateur. La rétention, c'est d'être capable de faire revenir les gens. Le revenu, bon, c'est être capable de faire payer. Et le referral, c'est est-ce que ils sont tellement contents de ce que vous êtes en train de faire qu'ils en parlent à d'autres et du coup, ça augmente l'acquisition, ça augmente l'activation, etc. Sur chacun de ces points-là, il y a plein de choses à faire.
Et sur chacun de ces points-là, vous pouvez émettre des hypothèses, vous pouvez tester, vous pouvez faire des trucs. En acquisition, l'acquisition, c'est le domaine le plus vaste, où vous pouvez faire juste envoyer des mails à des gens pour parler de votre solution. Vous pouvez faire des posts sur LinkedIn, sur Instagram, sur n'importe quel réseau social. Vous pouvez faire de la pub, du Google Ads, Facebook Ads, tout ce que vous voulez. Faire de la pub avec des flyers dans la rue, hein. Vous pouvez aller voir les gens dans la rue, vous pouvez, si vous avez une force un peu commerciale sous la main, par quelqu'un qui passe 50 coups de fil. Tout est permis en acquisition. Ce qui compte, c'est de réussir à en activer suffisamment. Et c'est pareil, pour passer de là à là, il y a plein d'astuces. Il y a plein de solutions pour augmenter un peu ce pourcentage-là, même si au début, quand on teste son idée, on ne joue pas encore trop à ça. On essaye d'avoir l'activation un peu naturelle, et ensuite, si on voit que ça prend, on verra comment jouer avec ça. Voilà, rétention, revenu, referral, parfois, c'est dans des sens un peu différents. Selon ce que vous vendez, vous allez d'abord faire du revenu, puis de la rétention en essayant de leur vendre un autre truc après. Ça se travaille. Et le côté learn, pour finir notre boucle, en fait, ce qui compte, c'est de comprendre qui sont ces gens qui passent dans ce tunnel. Donc, qui ils sont, qu'est-ce qui a retenu leur attention sur l'offre que vous leur avez proposée? Est-ce qu'ils ont compris? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Pourquoi ils utilisent ce que vous leur proposez et pas autre chose? Et ça, il n'y a pas 20 000 secrets, hein. Quand on est en phase de test, pour comprendre les gens qui sont en train d'utiliser votre solution, faut les contacter. Bah, soit c'est un process très web, vous avez des emails et vous envoyez des emails et vous leur demandez de tester et vous leur demandez les retours et tout ça. Soit vous avez leur numéro de téléphone et vous bookez des petits rendez-vous avec tout le monde et vous prenez des appels et des appels et des appels. Et vous allez récupérer un max de connaissances. Soit si c'est dans la vraie vie, vous pouvez jouer avec les cartes de visite, hein. Une des astuces quand même qu'on peut avoir quand on est sur le web, c'est de démultiplier les points de contact possibles. Si sur votre site, en plus, il y a un formulaire de contact, mais vous le réaffichez sous forme de chat, et puis vous partagez le tout sur les réseaux sociaux, vous êtes quand même disponible sur les réseaux sociaux, et vous ajoutez un peu de pub, et le fait de démultiplier les points de contact, ça va vous permettre d'essayer d'avoir de plus en plus de retours. Et avec tout ça, normalement, hop, on peut revenir au début. Avec peu de budget, vous avez pris plus de connaissances. Du coup, vous pouvez construire une meilleure solution, valider quelques-unes de ces hypothèses-là, tester une meilleure solution, refaire le point sur tout ça, utiliser ces outils-là, mesurer ce que vous venez de mettre en place, voir que ça va dans le bon sens, continuer d'apprendre des gens, etc., etc. Je vais vous montrer deux exemples. On va pas parler trop longtemps comme ça, il me reste deux exemples et ça sera bon. Un exemple qu'on a tenté nous et qui n'a pas fonctionné, mais c'est quand même intéressant de le montrer, parce que quand on teste une idée, il faut aussi être capable de se dire que ça a raté. Avec le deuxième confinement, on s'était dit que ce serait intéressant de proposer une offre de marché de Noël en ligne et virtuel aux communes et aux assos de commerçants. On s'est dit, tiens, il y a peut-être un coup à jouer. Comment on peut faire rapidement pour leur tester ça? Donc on est parti on a construit un petit keynote avec une dizaine de slides qui présentaient le concept, les tarifs, les infos, ce qu'on allait mettre dedans, etc. On a mis ça de côté. Et ensuite, on a pris deux canaux d'acquisition un peu différents. On a un apprenti chargé d'affaires chez Iteracode. Donc il a appelé une cinquantaine de communautés de communes et de villes pour leur présenter l'offre, savoir s'ils étaient intéressés et tout, et noter les retours. Et moi, de mon côté, j'ai fait une petite landing page tout simple avec un outil qui s'appelle cards.io, où en fait, j'ai fait un petit blabla et un formulaire, et si vous vouliez recevoir notre offre, hop, vous cliquez et vous recevez le PDF, et puis on vous rappelle. Et j'ai mis un peu de coût de Google AdWords dessus. Alors, souvent, mon jeu préféré, c'est de mettre 50 € d'AdWords quand on teste un truc. Donc là, c'est ce qu'on a fait.
Ça a été affiché à peu près 280 fois, donc dans les pages Google, 53 clics, et nous, on a récupéré 3 contacts, donc 3 personnes qui ont rempli le formulaire. Ça nous a coûté 48 € pour tester ça. La conclusion fait que on n'ira pas plus loin sur cette offre parce que les gens qu'on a contactés soit attendaient une communication officielle du gouvernement pour annuler leur marché de Noël, donc ils ne l'avaient pas annulé, soit pour que ce soit intéressant financièrement pour nous, c'était trop cher pour eux, soit bêtement ça les intéressait pas. Mais en fait, c'est pas très grave parce que du coup, on n'a pas développé la plateforme qui permettait de faire ça. Donc on n'a pas perdu de temps en développement. On a grosso modo contacté une cinquantaine de personnes. On a fait un peu d'acquisition payante pour 50 €. On a vu qu'effectivement il y avait un intérêt. Mine de rien, voilà, ça veut dire que, bon là, il laissé 0%, mais on avait 20% de clics à partir de la page Google, donc les mots-clés étaient bien ciblés, il y avait quelque chose qui se passait, quoi. Euh, Mais on n'a pas trouvé le moyen de le monétiser, donc voilà, on a arrêté là. On a passé 3 heures à faire un PDF, 1 heure à faire une landing, 50 € et puis une journée de coup de téléphone. On a testé notre idée, on a pris les retours, on a eu tout le monde au téléphone et on a décidé d'arrêter. Un autre truc, où là, nous, on a aidé l'IRFA. IRFA Pisup, c'est un CFA, CFA qui organise l'apprentissage pour des écoles, etc., qui lançait une formation des maîtres d'apprentissage et on les a aidés un peu à mettre en place toutes ces briques d'outils, hein. Euh, alors, leur but étant de proposer une formation en ligne pour les maîtres d'apprentissage, parce qu'ils ne pouvaient pas le faire en physique, euh, en prenant le moins de temps possible pour le faire. Et puis à terme, en fait, ce qu'ils font, c'est que c'est organisé sur Teams et ils enregistrent les vidéos. On n'a absolument rien développé, on a utilisé que des outils dispo. La com et l'acquisition, elle s'est faite sur LinkedIn avec voilà, des posts. Dans chaque post, on mettait en commentaire un lien vers un Google Form qui permettait aux gens de se préinscrire. Donc juste nom, mail, adresse, nom de l'entreprise. Voilà. Et donc ce Google Form, quand il était complété via Zapier, on envoyait les infos dans Sendinblue, qui est un outil de mailing et de contact. Donc on créait le contact dans Sendinblue et ensuite on déclenchait des scénarios automatiques, donc des scénarios un peu personnels où on lui envoyait un premier mail pour lui dire on a bien reçu ta préinscription, voilà toutes les informations, si tu veux que la formation elle soit prise en charge, etc., voilà la convention de formation à nous retourner, etc. Avec des scénarios complémentaires qui disaient si la personne n'a pas ouvert son mail au bout de 3 jours, on la relance. Si elle a ouvert mais qu'elle ne nous a pas répondu, on la relance. Une semaine après, on lui renvoie un message, etc. Ça a permis de construire en même temps la base de prospects et la base des gens intéressés. Et du coup, d'ensuite lancer comment dire, des campagnes là plus marketing et plus globales, type newsletter et type email marketing. On avait bien qualifié tous les gens avant et on a pu s'assurer qu'ils allaient bien sur les vidéos et les événements, qu'ils recevaient les replays, etc. Donc là, ça, pour le coup, ça a bien marché. L'idée, c'était d'organiser une formation en ligne et de voir comment on allait pouvoir suivre le flux. Et avec un enchaînement de 2-3 outils, tout s'est fait, euh, tout s'est fait sans développement particulier, sans info. Ça a fait un process assez fluide pour les gens. Euh, Je n'ai plus les chiffres complets en tête, mais il y a eu 2 sessions de 5 webinaires qui ont été mis en place, donc ça a plutôt bien fonctionné. Et ben voilà, pour ça, j'ai fini de papoter. Je voulais terminer avec 2 exemples, parce que quand on voit tout ça, on se dit que c'est beaucoup et parfois on ne sait pas trop par où commencer. Bon, bah, dites-vous que pour tester une idée, en fait, l'important, c'est de commencer. Faites des petits trucs simples.
Là, si nous, ça avait fonctionné, j'aurais lancé le développement d'une V0 auprès de l'équipe, et puis on aurait continué à le vendre, et puis prendre d'autres coups de fil, etc. Et là, l'inscription des formations maîtres d'apprentissage, ça a bien fonctionné. Mais nous, on est en train de développer une plateforme plutôt e-learning euh, pour eux, où là, on va remettre le contenu sous d'autres formes, intégrer la satisfaction dedans, les quiz, etc. Mais il y a un premier jet d'infos et de niveau de connaissance qui a été fait. Et ben voilà pour moi. Si vous avez des questions, c'est le moment. J'ouvre la petite fenêtre là, de conversation. N'hésitez pas. Si vous n'avez pas de questions tout de suite, mais qu'elles viennent plus tard, vous pouvez me contacter à cette adresse bonjour@titeracode.fr ou benjamin@titeracode.fr. Vous inquiétez pas, je reçois les mails depuis les deux. Dans tous les cas, ce webinaire était enregistré et donc du coup, il sera dispo, le replay sera dispo avec les slides début de semaine prochaine. On vous enverra ça via Eventbrite. Comme ça, c'est bien pratique. Pas de questions?